Merci beaucoup Julien, très belle présentation et effectivement excellente transition. Vous voyez que j'associe 3 autres noms à ma première diapositive, cardiologue interventionnel pour Thibaut et échographiste, qui sont les éléments clés indispensables, vous l'avez compris dans ces présentations, mais également en salle de cathétérisme. Rapidement, ce type de patient de 77 ans, qui est coronarien, qui est déjà ponté, qui fait de l'arythmie, qui a une insuffisance rénale, qui a une classe fonctionnelle grade 2 fort et des signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est le premier patient traité d'une tricuspide en France et c'était un patient nantais, effectivement, que nous avions pris en charge avec Caroline Cueff à l'époque. Voilà son électrocardiogramme, il est en arythmie. Il a un gros cœur, vous connaissez ce type de patient. Puis quand on regarde la surface de l'orifice régurgitant, on est quasiment à 1 cm². On est dans le torrentiel. Et si on regarde le mode de prise en charge, donc on est dans le torrentiel, dans ce dernier grade, puisqu'on a donc effectivement rajouté ces 3 grades supplémentaires. On fait une IRM très aidante, notamment pour évaluer la fonction contractile du ventricule droit qui, vous voyez là, reste satisfaisante, proche de 40%. Il n'y a pas de communication atéroauriculaire, j'aurais quand même été extrêmement désolé de passer à côté. Et puis, il y a un anneau tricuspide dilaté à 53 mm. Vient la heart-team. Alors un jour, j'ai eu à faire une présentation sur la heart-team. J'avoue y être allé un petit peu à reculons, puis je me suis dit, après tout, on va faire comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dans la biblio, et c'est très surprenant, il y a beaucoup de publications dans la biblio, et la notion de heart-team a été évaluée comme on a évalué des médicaments ou des techniques, avec des techniques de randomisation. La heart-team, c'est pas du politiquement correct, le pronostic d'un patient est meilleur géré par une heart-team que par un médecin seul. Donc ça, c'est extrêmement important, mais la heart-team doit répondre à un certain nombre de critères extrêmement précis, notamment il n'y a pas quelqu'un qui écrase le reste de la heart-team. Donc le score est très élevé, Euroscore, STS score, et on sait que dans un premier temps, il faut avoir recours au traitement médical et au traitement de l'arythmie, ce qui est fait, et à 3 mois, finalement, 3 mois puis 6 mois, vous voyez que le patient est discrètement amélioré, mais il reste symptomatique. Quant à la fuite, elle est toujours là, avec une surface de l'orifice régurgitant à 0,53. Et effectivement, les échographistes ont rajouté ce grade pour faire plaisir au traitement médical, puisqu'on est passé d'un grade torrentiel à un grade sévère. Donc à ce moment-là, on regarde ce que disent les recommandations. Alors c'était les 2017 à l'époque, aujourd'hui les 2021. Elles nous disent que finalement, si le patient n'a pas besoin d'une chirurgie du cœur gauche, que c'est une fuite mitrale secondaire, que le patient n'a pas d'hypertension artérielle pulmonaire et un bon ventricule droit, qu'il reste symptomatique, eh bien, on peut envisager une prise en charge. Et si le risque opératoire donné par le TriScore est élevé, cette prise en charge peut tout à fait être percutanée, interventionnelle. C'est du 2B aujourd'hui dans les recos, mais les recos ne disent pas le mode de technique, disent qu'on peut utiliser une technique percutanée. Donc, ça nous paraissait l'Everest. Déjà, attaquer la mitrale en bord à bord, au tout début, on se posait des questions. La tricuspide, c'est clairement la valve. La tricuspide, honnêtement, les enfants, ça nous servait à quoi? On se mettait en apical, on regardait la fuite tricuspide, on calculait les pressions pulmonaires. C'est ça, la fuite tricuspide, pour nous, historiquement. Tout d'un coup, il a fallu réapprendre la tricuspide. Donc vous dites à un cardiologue interventionnel, on va tenter quelque chose sur la tricuspide. Le comportement immédiat d'un cardiologue interventionnel, c'est celui-là. Donc on se précipite, on se calme, on regarde ce que font les chirurgiens, ce qui marche et ce qui ne marche pas finalement. Et vous voyez cette technique tout en bas à droite qui s'appelle Clover, donc qui consistait à attacher les feuillets les uns avec les autres et obtenir une valve non plus comme la mitrale en 2 orifices, mais une valve en 3 orifices, les autres techniques étant pour la plupart en dehors de l'annuloplastie abandonnée. Eh bien, en parallèle, on va trouver au niveau du cœur droit des techniques comme le format. C'est hyper intéressant, ça. Vous voyez cette technique qui consistait à gonfler. Il y a un orifice régurgitant, on va le supprimer. On va gonfler un ballon au milieu. C'est quand même génial comme idée quand on y pense. On a eu l'idée pendant un moment de croire qu'il suffirait de fermer l'orifice régurgitant, faisant totalement fi du fait qu'on est en train de traiter une IT secondaire à une dilatation de l'anneau, elle-même secondaire à une dilatation des cavités droites. Donc, ça n'a pas marché. Ça marchait après la pause et puis la fuite, évidemment, revenait aussi vite. Des techniques d'exclusion de la valve postérieure, voire de stent dans les veines caves, je passe. Mais si on regarde ce qui se fait globalement, c'est la technique de la réparation bord à bord de la tricuspide, que vous connaissez déjà pour la valve mitrale. Ok, réparation bord à bord de la tricuspide. Alors, comment ça marche? Est-ce que ça marche? Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose? Comment ça marche? Première chose, la tricuspide, il faut la voir.
Il faut avoir une image correcte de la valve tricuspide pour pouvoir la traiter. Et c'est toute la place absolument essentielle. L'échographiste, clairement en salle de cathétérisme, pour ce genre d'acte est plus important que le cardiologue interventionnel. Et vous vous doutez que ça me pèse de le dire. Donc faire l'échographie, c'est dur. La quantification est difficile, la physiopathologie est difficile. Vous avez vu qu'on appelle ça la valve tricuspide parce qu'elle a 3 feuillets, mais finalement, il n'y a pas vraiment 3 feuillets. Finalement, elle n'est pas vraiment tricuspide. Et finalement, elle est souvent complexe. Et il a fallu réapprendre à analyser la valve tricuspide. Donc, il faut voir et ensuite, il faut comprendre la valve. Donc, pour ça, juste petit retour en arrière de mon côté congénitaliste, avec un petit peu d'embryologie, c'est de la délamination de l'endocarde qui va fabriquer 3 feuillets. Un feuillet antérieur, un feuillet septal et un feuillet inférieur. L'antérieur, justement, l'antérieur, il est en regard de la partie antérieure de l'anneau. C'est la valve la plus grande en surface. C'est la valve la plus grande en extension radiaire. C'est celle qui a le plus grand mouvement. La valve septale, celle-là, prêtez vraiment attention à cette valve. Cette valve est notre valve clé. Elle a une particularité. Bon, extension radiaire faible. Par contre, une grande attache sur une partie très importante de l'anneau qui est le septum interventriculaire. Il y a une zone d'ancrage. Vous l'avez vu dans les diapositives, l'anneau va s'expandre sauf à ce niveau-là. On est sur une zone d'ancrage et ça va être la clé de la technique. Et puis la valve postérieure, très inconstante, séparée de la valve antérieure par un muscle papillaire qui est un excellent repère en écho pour savoir quand est-ce qu'on passe de la ligne de coaptation antéroseptale à la ligne de coaptation postéroseptale, ce petit muscle papillaire ici qui nous permet de faire donc la part des choses. Donc voilà l'expansion de l'anneau que vous avez vu, mais moi je vous donne un regard technique sur cette expansion de l'anneau, c'est que finalement, en regard de la valve septale, ça ne va pas bouger. L'expansion va se faire en regard de la valve antérieure et de la valve postérieure avec aplatissement de l'anneau. Il faut voir, il faut comprendre la valvulopathie et il faut comprendre l'outil. Bon, cet outil peut faire peur, mais je vous rappelle que quand Neil Armstrong a été posé un drapeau sur la Lune, il est allé avec une fusée, c'est-à-dire il est allé à un endroit à peu près précis autour de la Lune, c'est cette partie-là. Puis il s'est orienté de façon beaucoup plus précise pour se poser sur la Lune, c'est cette partie-là. Et puis sa main a posé le drapeau, c'est cette partie-là. Globalement, le triclip ou le mitraclip se divise ainsi, avec des bras et des grippeurs. On attrape les feuillets et quand on ferme le clip, on ramène les feuillets l'un contre l'autre. Tout ça est parti de cette constatation. Ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais été pris en charge, qui a une valve en double orifice. C'est une anomalie congénitale, c'est pas grave s'il n'y a pas de fuite et s'il n'y a pas de rétrécissement, on peut vivre ainsi. C'est de là qu'est apparue la technique de mitraclip initialement, donc fermeture du clip pour fermer l'orifice régurgitant, mais surtout, et c'est là qu'intervient ce travail de recherche extrêmement précieux fait dans mon garage avec mon fils un soir d'hiver, c'est que quand vous fermez le clip, vous mettez une tension extrêmement importante sur l'anneau et vous allez réduire l'anneau, vous créez une tension. Et ça, on le sait, ça a été prouvé dans la mitrale, vous diminuez considérablement le diamètre antéro-postérieur de la mitrale. En gros, quand on fait de la réparation bord à bord sur une valve, soit c'est une fuite pour la mitrale primitive, il y a une rupture de cordage, et le but du clip est de rattacher le feuillet lâché au feuillet qui a encore ses cordages pour qu'il bénéficie de ses cordages sains. Si vous êtes dans une fuite mitrale secondaire, le clip n'est pas là pour fermer l'orifice régurgitant, le clip est là pour créer une annuloplastie antéro-postérieure, pour rapprocher la valve septale de la grande valve de la petite valve. Et tout cela avec une amélioration considérable de l'hémodynamique, du débit, des pressions pulmonaires, capillaires, etc. Revenons à notre tricuspide. Vous avez compris, la technique est là. Alors, pour Basile Marie, je sais qu'il est un grand navigateur, Basile, il sait que s'il veut passer un mouillage serein, il va frapper une bonne ancre dans un sol bien choisi, puis il va établir une longueur de chaîne qui va dépendre des conditions météo, de la hauteur d'eau et des courants. Et à ce moment-là, il a toutes les chances de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles. Vous voyez que la collaboration médico-chirurgicale va au-delà de la pratique du cathétérisme interventionnel. Nous, on sait qu'il va y avoir une expansion de l'anneau comme ceci et un trou qui va apparaître ici. Eh bien, le but va être de clipper de façon à raccrocher la valve antérieure de la valve septale pour ne pas avoir d'expansion de l'anneau dans le sens antérieur. Mais on a vu que si on faisait que ça, l'expansion allait se poursuivre ici en regard de la valve postérieure. Donc, il faut clipper ici et probablement clipper ici.
Voici le premier patient qu'on a traité. Ça, on est à plus de 2 ans de sa prise en charge. C'était le premier patient français. Vous voyez la fuite quand on l'a pris en charge. Vous voyez la fuite. Alors, je ne l'ai pas revu, moi, depuis plus d'un an. Mais vous voyez que, globalement, l'évolution a été très favorable. Ce n'est pas comme ma présentation qui vient de s'arrêter toute seule. Donc, une prise en charge qui a permis une nette amélioration de la fuite tricuspide qui perdure dans le temps. Alors, on va faire un cas pratique tous ensemble. Voici un patient de 86 ans, 1m72, 80 kg, peu importe, cardiopathie ischémique, signe d'insuffisance cardiaque, une fuite torrentielle. Voici son aspect IRM avec maintenant ce que j'appellerais une fuite tricuspide antérograde, si je ne me trompe pas, d'après la présentation de Thierry. En tout cas, une énorme oreillette, un bon ventricule droit et une fuite tricuspide que l'on voit ici, massive, centrale, donc typiquement secondaire, dans 2 incidences différentes. Je voulais vous montrer cette image parce que là, on retrouve ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. On voit cet écart qui apparaît entre la valve septale et la valve antérieure. En transgastrique, on retrouve cette fuite torrentielle par défaut de coaptation. On comprend bien que dans notre stratégie, on devrait mettre un clip ici. On ne pourra jamais parce que l'écart entre les 2 feuillets est trop important. Donc on va choisir, on va définir en début de procédure. D'abord, en début de procédure, on se met d'accord tous ensemble comment on appelle les feuillets. On peut les appeler septal, antérieur, postérieur ou 1, 2, B, Z, ce que vous voulez, mais on se met d'accord sur quel est le nom donné à tel feuillet. Une fois qu'on a donné un nom au feuillet, on va se mettre d'accord sur la stratégie de prise en charge de cette valvulopathie. Dans le cas présent, la stratégie de prise en charge a été de se dire il sera impossible de rapprocher les feuillets autant. Eh bien, on va mettre un premier clip proche de la commissure, à distance, on va dire, égale de la ligne centrale, du point central des 3 feuillets et de la commissure, pour commencer à rapprocher le feuillet antérieur du feuillet septal. C'est ce clip que vous voyez ici, Vous allez voir baisser les grippeurs. Voilà, et vous allez voir que le clip se ferme. Et regardez bien ce qui se passe. Si vous regardez l'anneau qui va de là à là, comme l'a décrit tout à l'heure Thierry, vous allez voir spontanément à la fermeture du clip, on voit l'anneau qui diminue en taille. Vous créez une tension sur les feuillets qui ramène l'anneau qui est en regard de la septale et qui est fixe à l'anneau qui est en regard de l'antérieur et qui est mobilisable. Vous allez voir spontanément la fermeture de cet anneau. Vous voyez cette diminution, on l'a de visu, sans faire de mesure, de ce diamètre annulaire. Donc on le voit ici en transgastrique avec le clip ouvert en regard de la valve septale et de la valve antérieure. Et voici en fluoroscopie ce que l'on voit lors du largage donc, du clip, qui permet aussi d'ailleurs la fluoroscopie de guider l'échographiste, qui permet de voir, l'échographiste voit si son clip est bien placé. Voilà la position du premier clip qui permet déjà de rapprocher le feuillet antérieur du feuillet septal et non pas l'inverse, puisque le feuillet septal ne peut pas bouger. Et on se sert de ça, c'est un ancrage. On va mettre alors le deuxième clip plus central dans la zone que l'on voulait vraiment fermer. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc on va fermer en zone centrale. C'est ce qui est fait ici avec un clip qui paraît plus bas. On est en train de descendre vers la valve postérieure. On ne fait jamais l'inverse parce que la vue essentielle est la transgastrique et que si vous mettez un clip en bas avec l'idée de remonter après, en transgastrique, vous ne verrez plus rien. Vous aurez les échos du premier clip implanté. Donc on part toujours du haut vers le bas. Nos 2 clips sont posés et on a en grande partie fermé ce hiatus entre la valve antérieure et la valve septale. Et on sait qu'ensuite, il faut fermer la postéroseptale. Le 3e clip est mis entre la valve postérieure et la valve septale. Et on obtient ainsi une valve dite en 3 orifices. Comme pour une mitrale, on va calculer le gradient et juger de la fuite résiduelle. Et s'il n'y a pas de gradient résiduel significatif et que, comme on le voit ici, la surface utile est suffisante et qu'on n'a plus de fuite, vous voyez que la fuite résiduelle est microscopique, eh bien, on va se contenter de ce bon résultat. Donc, est-ce que ça marche? Je ne vais pas revenir là-dessus puisque tout de suite, Julien vous a montré les résultats de l'étude Triluminate à laquelle on avait participé. On a les résultats à 6 mois, puis maintenant, on a les résultats à 1 an. On sait que ça marche, on sait qu'on obtient un remodelage favorable des cavités droites. Et est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis content parce que je suis pile sur la petite musique. Eh bien, on le saura si ça sert à quelque chose parce que l'étude TRIFR est en cours et qu'elle donnera les résultats côté français avec une étude américaine.
Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Patrice. Alors on est pile poil dans le timing et comme on finit avec la présence de stars avec l'équipe d'insuffisance cardiaque, je vais quand même leur demander 5 minutes d'indulgence pour quelques questions parce que vous avez eu la chance d'avoir 3 topos d'experts sur la valve tricuspide. Je rappelle dans les dernières recos européennes que si vous voulez les relire, c'est 3 pages et demie la valve tricuspide, y compris le tableau qui résume. Et là vous avez le droit à 1 heure dessus, donc je suis sûr qu'il y a plein de questions. Alors profitez aussi de la présence du docteur Dreyfus avec nous. Si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Alors moi j'y vais. Alors une première pour Patrice. Non, Patrice, on finira parce que c'est du percute. Une première pour Thierry, pardon. Donc tu as très bien résumé. Et si on reprend justement la problématique du cœur gauche et de la valve tricuspide, et le docteur Dreyfus l'a bien montré aussi, c'est vrai que dans les recos, c'est ce qu'il y a de plus précis parce qu'on a des critères. Mais est-ce que tu penses qu'on a aujourd'hui des arguments objectifs et suffisants pour finalement aller plus loin? Et on voit bien en staff souvent qu'on se prend un peu la tête finalement lorsque les patients ont une fuite tricuspide minime ou modérée et qu'on va pour une valvulopathie du cœur gauche. Et on est quand même souvent sur des anneaux border, 39, 41. On a mis ce cutoff à 40, ou même, je vais en dire, quand on est 2 mm en dessous. Est-ce que finalement, on ne devrait pas se dire, de toute façon, c'est annuloplastie tricuspide à partir du moment où on traite la valve gauche, ce d'autant que les patients sont, j'ai envie de dire, pas très âgés. Oui, très, très bonne question. C'est une vraie question, c'est vrai qu'on reste un peu timide. Alors, deux niveaux de réponse. L'anneau, oui, et la fuite. Le cas que je voulais vous présenter, il y avait une fuite, c'était le premier signe d'alerte qui faisait un grade 1, mettons. Et puis l'anneau tricuspide dilaté. Comme beaucoup de choses en échographie, il ne faut pas hésiter à un petit peu surcalibrer la mesure. On a tendance toujours à sous-estimer les mesures en échographie. C'est vrai pour la chambre de chasse, tu sais très bien ça avec le TAVI par exemple. Donc attention à cette mesure, c'est très important. La deuxième partie de la réponse, c'est est-ce qu'il faut mettre un anneau à tout le monde? Alors sur la valvulopathie mitrale dégénérative ou autre valvulopathie mitrale d'ailleurs, comme on a une interaction étroite avec l'anneau tricuspidien, il faut être large sur les indications. Certaines équipes sur les IM dégénératives à New York par exemple, ils mettent 60% d'annuloplastie tricuspide. On ne va pas encore tout à fait aussi loin. Le nombre de cas d'insuffisance tricuspide sévère qui apparaissent par la suite est quand même limité si on fait bien attention. Mais c'est vrai que pour la mitrale, il faut être assez large sur l'annuloplastie. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres techniques ou d'autres actes chirurgicaux, c'est que l'annuloplastie tricuspide, en tant que telle, on ne considère pas que ça rajoute de la mortalité. Ça rajoute un peu de morbidité, on nous l'a rappelé sur les pacemakers. Certainement, peut-être à la marge, un tout petit peu de mortalité, mais globalement, ça ne sort pas dans les études. Et c'est donc pas du tout la même chose que lorsqu'on s'interroge pour un remplacement d'aorte ascendante à 45-50 mm, parce que là, on rajoute vraiment de la mortalité lors de la chirurgie cardiaque. Et c'est vrai que cet argument-là est important pour aller un petit peu plus loin sur l'anneau tricuspide. Merci. Docteur Dreyfus, si vous entendez toujours? Non, on a perdu l'image et le son. Bon, tant pis. On dirait qu'il est endormi sur l'image. Alors peut-être que Patrice ou Thierry vous avez la réponse. Moi j'avais une question sur l'IT. C'est des situations moins fréquentes, mais les IT organiques asymptomatiques, on en a de temps en temps sur des IT sévères. C'est souvent des sujets jeunes, post-traumatiques ou endocardite. Et les recommandations, elles sont très floues là-dessus parce qu'on nous dit, bah oui, il faut y aller si le VD est dilaté, si la fonction VD devient limite, mais ça s'arrête là. Alors, est-ce que dans la pratique, on peut avoir quelques critères? Est-ce qu'on a tort finalement d'attendre? Ce d'autant que souvent ils ont un score, si on le calcule, tri-score qui va être faible. Et est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement d'attendre qu'on s'expose à une situation où on ne pourra plus les opérer? Oui, c'est une très bonne question. Alors, Julien a quand même rappelé un élément important. Les 3 critères, c'est 3 critères à prendre en compte. C'est IT sévère. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est symptômes. Et donc, quelqu'un qui est complètement asymptomatique, eh bien, pour l'instant, on ne l'opère pas.
Et le troisième critère, c'est l'absence de dysfonction VD importante ou d'HTAP importante. Et donc on peut inverser bien sûr la proposition. Si on commence à avoir une petite dysfonction VD qui s'installe, il faut y aller. Donc c'est un jeu subtil, mais finalement c'est comme pour la sténose aortique par exemple, en tout cas actuellement, on ira peut-être plus loin ensuite, ou pour l'insuffisance mitrale sévère, on essaie quand même de juger le bon moment opératoire. Il ne faut pas y aller trop tard, il ne faut pas attendre que la veine cave inférieure soit congestive, que la bilirubine s'élève, qu'il y ait une cholestase anictérique ou ictérique justement, voire pire une cytolyse hépatique. Là c'est la catastrophe en règle générale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les opérer à ce stade-là, mais il faut essayer d'y aller avant. Après, il y a des patients qui peuvent attendre longtemps. C'est comme pour les autres valvulopathies régurgitantes. Il y a des patients qui peuvent attendre longtemps, et quand c'est des sujets jeunes, qu'on sait qu'on ne va pas forcément pouvoir garder la valve, c'est quand même intéressant de pouvoir attendre un peu et de le surveiller. Il y a des patients qu'on surveille tous les ans, ou voire tous les 6 mois, et ça se passe très bien, et d'autres qu'on envoie beaucoup plus vite à la chirurgie. Je pense qu'il faut surtout, moi ce qui m'embête le plus, c'est les patients très sévères. Il faut absolument essayer de les opérer même quand on les voit très tard sur une insuffisance tricuspide organique. Organique, on les voit 10 ans, 15 ans après un AVP. Il faut tout faire pour les opérer plutôt que de leur faire une transplantation ou d'autres gestes qui sont beaucoup plus lourds. Basile ou Jean-Christian. Alors en attendant que Basile ait le micro, en cas d'IT associé à une FA, est-ce que le traitement de la FA est aussi important que le traitement de l'IT? Je dirais qu'à mon point de vue, je ne sais pas quel va être l'effet, mais l'effet, évidemment, comme le traitement médical, finalement, pour moi, ça fait partie du traitement médical optimal. Il faut essayer de ramener un rythme sinusal et contrôler la volémie. Et c'est après qu'on va pouvoir discuter de la prise en charge, finalement, que ce soit interventionnel ou chirurgical. Donc je répondrai comme ça. Je ne sais pas si Thierry, tu veux compléter? Oui, je suis complètement d'accord. L'AFA peut parfois, s'il est traité en elle-même, permettre de réduire la fuite tricuspide et éviter d'aller à la chirurgie. On a des cas comme ça qu'on a partagés avec certains d'entre vous, où on a traité l'AFA soit par choc, soit par ablation, et on a réduit significativement la fuite et retardé, voire annulé l'indication chirurgicale. Jean-Pierre. Et Basile, petite dernière question. Vous nous avez expliqué, monsieur Le Tourneau, que même une annuloplastie de 2 Vega faisait fil à couper le beurre. Est-ce que vous pensez que le rapprochement de l'anneau par traction sur les feuillets est stable dans le temps? Alors là, il y a des études, notamment allemandes, qui sont intéressées au gap entre les feuillets, au-delà desquels la tension qu'on va mettre sur les feuillets est à risque de déchirure des feuillets. Alors ensuite, tout ce que je dis, faut le prendre avec beaucoup de précaution. On est au tout début d'une technique. Donc finalement, on est dans la même situation que vous avec la plastie aortique, c'est-à-dire on a des bons résultats. On a des bons résultats avec des patients qu'on a pris en charge il y a 1, 2, 3 ans. Voilà, on en est là. Donc ensuite, est-ce que ça déchirera dans le temps? Je ne crois pas trop, parce que je pense que quand ça doit déchirer, ça déchire immédiatement, en fait. Et moi, personnellement, j'ai vu 2 déchirures de tricuspide. C'est parce que le gap était de 14 mm, alors que les séries allemandes ont tendance à dire que 7-8 mm, ça doit être le gap pour un bon résultat. Qu'au-delà de 10 mm, probablement qu'on prend un gros risque de déchirure. Chez 2 patientes relativement jeunes sur sclérodermie pour une et radiothérapie pour l'autre, on avait osé prendre en charge, il y avait un gap de 15 mm. Sous anesthésie générale bien diurétiquée, il y a même des équipes qui font des hémofiltrations. On a obtenu une réduction du gap, on a pu clipper, avoir un bon résultat. On s'est dit, finalement, c'est faisable. Dans les jours qui ont suivi, malgré le maintien des fortes doses des diurétiques qui est essentiel, les feuillets ont déchiré. Donc, faut se méfier des gaps de plus de 7-8 mm ou 10 mm à cause du risque de tension. Et quant au devenir dans le temps, il faut attendre. Bon, une dernière question, parce que c'est nos amis chirurgiens. Ouais, c'était pour le docteur Dreyfus, mais on va pouvoir y répondre ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact du Triscore sur la prise en charge invasive, qu'elle soit clip ou chirurgicale?
Est-ce qu'il va y avoir plus de malades ou est-ce que ça va recuser plus de malades sur déjà un nombre de malades qui est réduit par centre? Voilà, c'était ma question. Julien, je ne sais pas si tu as entendu la question. Si, c'est la seule question que j'ai entendue parce qu'il y a eu une petite panne de réseau à Nantes. Mais c'est bon, je suis revenu. En pratique, pour moi, l'intérêt du Triscore, déjà, c'est d'avoir quelque chose qui soit individualisé. Et surtout, en fait, c'est de donner des messages. C'est donner un message, de dire qu'on prend en charge trop tardivement nos patients. Et là, vous voyez, typiquement, les patients qui sont opérés avec 50% de mortalité, c'est de la folie. Et si on l'avait su, on ne l'aurait jamais fait. Donc l'idée, c'est justement de dire quand il y a 50-65% de mortalité, on ne va bien entendu pas les opérer, on va essayer d'envisager des techniques alternatives percutanées. Mais inversement, il y a probablement plein de patients qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont à un stade beaucoup plus précoce et pour lesquels il faudrait penser à un traitement. L'illustration toute simple, moi, l'image, c'est quand vous avez un patient qui a une IM sévère symptomatique, vous opérez le patient, vous ne réfléchissez pas, vous lui mettez un peu de l'Azilix en attendant qu'il soit opéré. Et un patient qui a une IT sévère, à qui vous mettez 80, 120 mg de l'Azilix, finalement, vous ne vous posez jamais la question de l'opérer. Et y compris pour des formes organiques, etc., et y compris dans mon centre. Et en fait, l'intérêt du score, finalement, c'est d'avoir quelque chose qui soit objectif. C'est-à-dire que vous allez voir le chirurgien, vous allez voir le patient, il vous dit, écoutez, il a 3%. C'est relatif, mais 3%, c'est-à-dire que c'est un faible risque, donc ça veut dire qu'il faut y aller. Donc moi, le message, c'est de dire, je pense que c'est la tricuspide en général, il faut la prendre en charge plus précocement, sachant qu'il y a les développements du percutané, etc. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment prenons en charge nos patients et prenons-les en charge plus tôt, avant qu'il n'y ait plus de reins, avant qu'il n'y ait plus de foie et avant qu'il n'y ait plus de VD. Parfait, on va conclure là-dessus. Un grand merci au Dr Dreyfus pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je m'excuse auprès de Flore et Charles-Henri pour le débordement, mais on m'avait donné 8 minutes de temps réglementaire minimum dans l'oreillette. Et je passe avec un très grand plaisir le micro au Dr Gueffet pour conclure la matinée avec l'insuffisance cardiaque. Merci à tout le monde.